une de nos sages, une de nos caméramans qui est étudiante à l'Université Saint-Paul, qui nous dit l'Afrique, c'est un mélange de choses comme partout ailleurs. Puis on voit finalement ce qu'on veut voir dans la vie. Oui, absolument. Et bien, comme elle le disait, en Afrique, on peut arriver et regarder des quartiers qui sont extrêmement riches et une richesse qu'on ne voit des fois même pas ici. Voilà, parfois. Absolument. Et on peut voir des quartiers qui sont très, très pauvres aussi. Oui, oui, absolument. On voit de tout. On voit de tout. Comme partout dans le monde. Partout ailleurs. Exactement. Comme partout ailleurs. C'est un peu se mettre la tête dans le sable que de penser que nous, on a quelque chose à renseigner aux autres. Absolument. Et je pense qu'il faut enlever cette idée, justement, et partir, et pas en disant « je vais aider les gens, mais je vais travailler avec les gens ». Parce qu'en travaillant avec ces gens-là, on se redécouvre soi-même aussi. C'est vraiment un échange. Chaque personne a la capacité d'apprendre de l'autre et à l'autre. Et donc, c'est important de voir ça comme ça aussi, de toujours avoir une ouverture d'esprit quand on va chez les gens. Oui, que ce soit ici au studio, quand je te rencontre. Absolument. Après l'émission, je suis un petit peu transformée, je suis un peu plus comme toi. Tu sais, c'est normal, quand on s'ouvre à l'autre, on devient un peu échange, plus. Absolument. Oui. Je vais aller en quelque part, puis je vais te demander ce que tu penses. Présentement, cette ouverture de cœur à cœur, toi, tu y crois, c'est comme ça que tu vis, c'est comme ça que tu travailles. Tu t'entoures de personnes qui croient comme ça. On voit des régimes politiques qui ont un grand impact sur les gens, ou des régimes sociaux, des mouvements qui sont tout à fait le contraire, qui se referment et qui tentent de protéger ce qu'on a de peur de perdre quelque chose. Ouais. C'est deux pôles présentement. Où est-ce que tu dirais que c'est deux pôles? Comment tu vis? Moi, je trouve que, surtout dans le contexte universitaire ou scolaire, des fois, c'est très difficile. Moi, quand je faisais ma maîtrise, je me rappelle qu'à un moment donné, une très, très bonne amie à moi, comme une sœur à moi, Joanne Jonatas, on était vraiment choqués, abasourdis par les commentaires d'une jeune Québécoise qui était allée au Bénin et qui disait, lors d'un cours, on avait une discussion, et les cours de maîtrise, souvent, c'est des très petits groupes, 5-10 personnes. Des petits séminaires. Absolument, et elle disait, moi, je suis allée au Bénin, puis moi, je connais l'Afrique, puis les Africains, ils sont pauvres, puis la manière dont ils traitent les femmes, ça. Puis moi, je disais, wow, t'es allée où au Bénin? Elle nous disait qu'elle était dans un petit village. J'ai dit, en fait, toi, t'es allée dans un village, t'es même pas restée en ville, tu as découvert, je ne sais pas, un petit village où tu es venu avec tes idées préconçues. Et là, tu fais de ce village une réalité de tout un continent. Et ça, c'est surtout au niveau de la maîtrise, je trouvais ça vraiment désolant. Oui, c'est désolant. Et je trouve qu'il n'y a pas que des gens qui ne sont pas allés à l'école qui pensent comme ça. Et ce qui est choquant, très souvent, c'est des gens qui sont instruits, qui osent poser des jugements, qui osent prendre une petite réalité d'un petit village ou d'un groupe de personnes ou même d'une personne. Des fois qu'ils ont vu une chose qu'ils ont vue, puis généraliser. Et généraliser et d'en faire une réalité africaine. Et de traiter le continent comme un pays. Et c'est là qu'il y a un problème. Et c'est vraiment là qu'il y a un problème. Ou quand on voit, par exemple, des gens qui ont profité de certains régimes africains, notamment des avocats très, très célèbres qui ont été avocats de grands présidents africains qui, après avoir détruit aussi d'une certaine manière certains de nos pays financièrement avec l'aide de certains dirigeants, rentrent chez eux et quand ils voient qu'ils n'ont plus accès aux biens auxquels ils avaient accès avant ou à la facilité à laquelle ils avaient accès, mais là, ils commencent à essayer de minimiser, détruire le pays, pointer du doigt. Oui, c'est un peu pour couvrir leur culpabilité. Absolument. Leur sentiment, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, qu'on le veuille ou non, qui doit accompagner ces gens-là, qui est enfoui en quelque part. Et je trouve ça dommage. On ne peut dommage. pas prendre avantage des êtres humains comme ça, puis ne pas se sentir coupable. Oui, exactement. Je trouve ça dommage. Et c'est pas qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le continent, sur le continent. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Bien, c'est comme ça partout. Et c'est comme ça partout. Mais il y a aussi des gens qui se disent experts, qui ont participé. Oui. Qui ont contribué au problème. Absolument. Les problèmes ne sont pas surgis d'eux-mêmes. Voilà. Puis c'est la même chose ici. C'est la même chose ailleurs, n'est-ce pas? Absolument, oui. Quand tu voyages, parce que tu es vraiment une personne qui voyage beaucoup, tes projets t'amènent... Tu as été, entre autres, ambassadrice du mouvement Héritage de Nelson Mandela. Oui. Dans le contexte de ce rôle, tu as mis en place le gala du mois de l'histoire des Noirs. Oui.
ça continue à toutes les années d'être Ça continue à toutes les années, célébré. sauf cette année où on a pris une pause un peu, par rapport aussi à quelques difficultés qu'il y a eu l'année dernière avec justement le Mandela Legacy, mais c'est un projet que j'espère continuera parce que je trouve qu'il a eu un très très bel impact sur non seulement les récipiendaires, mais aussi les membres du public, et c'est un projet qui a vu venir aussi des grandes personnalités externes comme Naomi Campbell, le révérend Al Sharpton, Michael Jean et plusieurs personnes, parce que ça avait commencé à l'Université d'Ottawa avant que le Mandela Legacy demande qu'on en fasse un des projets du Legacy. Bien, moi, je souhaite que ça se poursuive et que ça se poursuive pour les personnes de toutes les couleurs, parce que Nelson Mandela, c'était un homme universel. Absolument. Moi, j'ai lu sa biographie, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus dans ma vie. Tu sais, quand je lis que même quand il était en prison pendant combien d'années? Il a été en prison, je me souviens plus, une trentaine d'années. Oui. À tous les jours, il remerciait. Diana me fait des signes avec ses doigts pour me dire combien d'années? 27 ans. Il a été emprisonné injustement pendant 27 ans, mais pour avoir dit ce qu'il pensait. Il remerciait son bourreau qui lui apportait la nourriture. Il voyait la personne, le divin dans chaque personne. Oui, oui. Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est d'apprendre à pardonner l'impardonnable parfois. Et c'est difficile et souvent on a un rapport au pardon qui est très, très dur. Moi, je regarde par exemple par rapport à l'assassinat de mon père, de pouvoir aujourd'hui dire que je pardonne les gens qui ont assassiné mon père. Pour un de mes frères, c'est très difficile d'entendre ça. C'est très, très difficile parce que pour lui, c'est impensable de pardonner un acte comme celui-là. Et pour moi, le pardon, c'est pas d'accepter nécessairement de se réconcilier avec ces gens-là ou quoi que ce soit. Mais pour moi, il faut apprendre dans la vie à pardonner certaines choses et certaines personnes, certaines circonstances, pas parce qu'elles méritent d'être pardonnées, mais parce que vous méritez d'être en paix avec vous-même. Oui. Et pour moi, pardonner, c'est de remettre certaines choses dans les mains de Dieu et de s'enlever un certain poids. Oui. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être idiot et de tomber dans je veux dire, dans de la naïveté. Dans de la naïveté d'une certaine manière, mais c'est vraiment de se détacher. Se détacher. Voilà. Ça ne m'appartient plus. Exactement. Et la vie, c'est autre chose. Oui. Et ce n'est pas la volonté de Dieu non plus que cette personne-là ait tué ton père. Voilà. C'est pas... Voilà. Ton père, je rappelle aux gens à la maison que ton père était diplomate. Il a été assassiné en pleine rue. Tu avais quel âge? Tu étais au Canada? J'avais entre 19 et 20 ans. Oui. Et ça a été très difficile pour toi. Absolument. Parce que tu étais très proche de ton père. Oui, très. Très, très proche de ton père. Ouais. On va à la pause. Au retour, on parle justement, qu'est-ce que ça veut dire un père dans notre vie, dans la vie d'une fille? Comment ton père, la confiance qu'il a eue en toi, comment ça t'a fait grandir comme femme? Alors à la pause, on revient tout de suite.